Bien que la pensée soit, pour l'être humain, un point de référence personnel vis-à-vis sa conscience, l'homme conscient, l'homme en évolution, qui a déjà pris connaissance du monde des lois de la pensée, peut s'interroger sur l'origine de la pensée et développer à partir de cette étude une conscience très avancée de la nature du mental. D'où vient la pensée? Nous l'avons déjà dit, la pensée vient du plan mental supérieur de l'homme. Donc, elle est issue à partir du contact qui existe entre le double et l'ego. Mais en deçà de cette conclusion définitive, il est bon de faire une étude particulière sur le monde mental, sur le monde de la pensée, afin de comprendre les subtilités du monde mental et bénéficier égoïquement de la relation qui existe entre la pensée et l'ego. La pensée en elle-même n'a d'origine chez l'homme qu'en fonction d'un besoin de créer dans sa conscience un mouvement dynamique et créatif. Naturellement, la pensée chez l'être humain n'est pas suffisamment développée sur le plan universel pour permettre à l'homme universellement d'en bénéficier dans sa qualité créative. Par contre, chez l'être humain en évolution, chez l'homme dont le centre mental a déjà été élevé, c'est-à-dire ajusté à une constante de plus en plus créative, nous découvrons qu'avec le temps, avec l'évolution, avec la transmutation de l'être, la pensée et son origine deviennent de plus en plus représentatifs de la qualité de la conscience de l'homme. Autrement dit, plus l'homme évolue, plus sa conscience se transforme par rapport à la pensée, et plus la pensée transforme sa conscience. Mais l'ego a de la difficulté à se laisser transpercer par l'énergie créative du mental. Donc il a de la difficulté à laisser passer dans le mental des pensées qui puissent lui servir. Il a tendance à se servir des pensées. Et la différence entre ces deux modes de perception est fondamentale. L'ego doit en arriver à se laisser percer par des pensées afin de pouvoir s'habituer à la rigueur créative de la pensée universelle. Pour ce, il doit apprendre à vivre ses pensées sans s'y attacher émotivement. Il doit apprendre à les vivre, à les filtrer, de façon à ce qu'elles deviennent une avec lui, et non pas simplement de façon à ce qu'elles deviennent pour lui une façon d'étudier le monde. Si l'ego se sert de ses pensées, autrement dit, s'il apprend graduellement à pénétrer le monde mental de façon créative, c'est-à-dire sans réflexion, il réalisera que le monde de la pensée est parfaitement ajusté à l'équilibre vibratoire de ses centres, donc qu'il est parfaitement ajusté
au développement potentiel de sa créativité. Se laissant pénétrer par la pensée, s'habituant à pouvoir la vivre et la manifester de façon créative, l'homme peut en arriver avec le temps à découvrir dans le mode créatif du mental des pensées qui sont d'elles-mêmes suffisamment créatives pour le libérer complètement à long terme de la survie, c'est-à-dire de la difficile activité terrestre de vivre dans une civilisation qui ne convient pas parfaitement à son intelligence supérieure. Pour que l'homme découvre dans le monde mental la destinée créative de sa pensée, pour qu'il découvre dans la pensée l'enlignement créatif de sa conscience, il doit s'habituer à pénétrer le monde mental sans s'y attacher. S'il s'habitue à pénétrer le monde mental sans s'y attacher, il découvrira que ce monde, ce plan de vie qui fait partie de sa conscience, est ultimement enligné à la destinée ou avec la destinée de sa propre conscience, et que ce monde constitue pour lui, en tant qu'individu, le plus grand bien, le plus grand bien-être, et inévitablement le représentant en potentiel d'une très grande paix d'esprit. Mais l'ego est difficilement pénétrable par la conscience créative, parce qu'il est habitué en tant que penseur à développer la pensée selon une dynamique qui convient naturellement et parfaitement à sa conscience évolutive, c'est-à-dire qui convient à une conscience insécurisée par le passé, donc insécure face à l'avenir. Nous pouvons très bien réaliser philosophiquement que la pensée vient d'un autre plan, qu'elle vient du double, mais il nous est difficile de comprendre que son origine est à la fois le produit de sa nature et aussi le produit de sa finalité. Autrement dit, la pensée en elle-même est totale si elle est créative. Elle est totale dans son point d'origine et elle est totale aussi dans sa manifestation, dans son mouvement, de sorte que c'est elle, naturellement, qui crée le lien, l'unité entre l'ego et l'origine cosmique de la conscience humaine. Pour que l'homme apprécie l'origine de sa pensée, pour qu'il puisse en venir à terme avec elle, c'est-à-dire pour qu'il puisse en arriver à vivre de l'unité de sa conscience, il lui faut apprendre à reconnaître dans le monde mental que toute forme de pensée constitue un test à l'émotivité naturelle de sa conscience planétaire. À partir du moment où l'homme réalise que toute forme pensée constitue ce test de la conscience planétaire, il passe du plan mental inférieur de la pensée au plan supérieur et mental de la pensée. Donc, il en arrive finalement à bénéficier de l'énergie créative de la pensée et ne se soucie plus des formes qu'elle utilise pour ajuster l'ego émotivement et mentalement. C'est à partir de ce moment que l'homme peut commencer à mettre le doigt sur une capacité infinie et créative de la pensée qui lui donne accès à un état d'esprit où la sérénité, le calme et la sécurité totale coexistent.
Mais pour qu'il puisse prendre conscience de ceci, pour qu'il puisse réaliser ces trois états d'être, qui, dans le fond, forment une unité totale d'expérience mentale, il faut que l'homme prenne conscience que la pensée en elle-même ne sert qu'à exciter la partie mentale inférieure de son ego, c'est-à-dire son émotion et son intellect. À partir du moment où il a réalisé ceci, réellement compris ceci, il peut disposer de la forme mentale de la pensée et ne vivre que de l'énergie créative. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, la forme mentale de la pensée est son aspect psychologique, alors que son aspect créatif, vibratoire, représente le mouvement direct de l'énergie entre le double et l'ego, sans le support nécessaire de la forme. Lorsque l'homme a besoin d'être créatif, il le devient instantanément dans la mesure où il n'a plus à se fier à la forme de la pensée pour sécuriser émotivement l'ego. Ceci est un tour de force chez l'homme parce qu'il constitue un dérèglement total de sa conscience psychologique. C'est-à-dire que c'est une façon à l'être de cesser d'être existentiel pour devenir créatif. Donc c'est une façon à l'être de devenir totalement transparent, c'est-à-dire capable de supporter le mouvement subtil de l'énergie sans attacher à la forme. Que la forme serve à l'ego pour l'orientation psychologique de son moi, c'est une chose. Mais que la forme devienne pour l'ego un aspect directionnel de sa conscience, ceci peut être dangereux parce que l'énergie créative travaille toujours sur les centres de l'homme et elle cherche constamment à perfectionner l'émotion dans le mental afin de créer le canal qui éventuellement lui servira de moyen, de médium de transport entre le plan supérieur du mental et l'ego. Donc, dans la genèse de la pensée, il existe deux voies. Il existe la voie universelle dirigée par le double en fonction de ce qu'il sait de la vie de l'homme, et il existe aussi la voie réceptive, planétaire, particulière à la conscience égoïque, qui permet à l'ego de s'enligner un peu sur l'évolution naturelle de sa conscience planétaire. Dans les deux cas, il doit se faire avec le temps une fusion, une unité, c'est-à-dire une alliance qui caractérise le mouvement universel de l'énergie sans qu'il ait besoin, pour se manifester subjectivement, la correspondance de l'ego. Pour que l'énergie créative du mental devienne réellement fluide et limpide chez l'homme, l'ego doit apprendre à se retirer du besoin de la forme, du besoin du soutien de la forme en ce qui concerne le mouvement créatif de sa conscience. C'est ici que le tour de force devient un aspect irrévocablement transformationnel et que l'ego, avec le temps, en arrive à réaliser qu'effectivement, la pensée en elle-même est à la fois un soutien et une force, et qu'elle n'a pas besoin d'être égoïquement manipulée, c'est-à-dire assise sur le plan égocentrique de la conscience mentale inférieure, pour avoir une valeur quelconque.